c'est Thierry Bézier et vous êtes bien sur Intruders TV. Désolé pour le retard de ce commentaire, mais là voici le commentaire de cette semaine. On commence tout de suite avec une information intéressante qu'on apprend sur thebostonchannel.com. Il s'agirait en fait d'une nouvelle disant que la Wii de Nintendo serait utilisée dans certains hôpitaux de Boston, pour être utilisée dans la thérapie traditionnelle physique. Et comme vous le savez, la rééducation peut être parfois quelque chose de très ennuyant, les docteurs ont donc décidé de mettre des Wii parce que c'est beaucoup plus amusant pour les patients et ça leur permet d'oublier qu'ils sont en thérapie. Donc en effet, vous savez qu'avec la Wii, il faut bouger la manette avec ses mains, que c'est très sensitif et que c'est en fait finalement très traditionnel, très en rapport avec les exercices du corps. Ils disent que justement les patients sont moins concentrés sur les mouvements et sur la douleur, mais plus sur la réussite et gagner, évidemment. Donc en plus, ça crée de la compétition entre les patients et ça permet de mettre les gens un peu plus ensemble. Donc vous voyez, la Wii de Nintendo est vraiment une console à grand succès et elle marche plutôt bien. On continue avec un autre produit qui s'appelle Cosimo. Cosimo qu'on aura peut-être le plaisir de tester prochainement, mais que nous avons eu le plaisir d'interviewer lors du dernier démo à Palm Springs il y a encore quelques semaines. Cosimo, c'est simple, il s'agit d'un environnement pour collaborer et pour pouvoir travailler sur des éléments. Alors vous me direz cela, rien de très révolutionnaire, si ce n'est que les éléments sur lesquels vous allez travailler, ce ne sont pas des fichiers, ce ne sont pas des images, mais ce sont bien des vidéos. En effet, Cosimo est assez sympa et la démo est assez bluffante. Je pense que vous pourrez le voir prochainement chez nous. Et bien tout simplement parce que Cosimo vous permet d'annoter, de dessiner et de modifier, de partager et de travailler sur non pas une image mais une vidéo. Et ça c'est vraiment assez spécial et assez unique au monde de pouvoir justement travailler avec Cosimo de cette manière là. Il y a des tas d'outils, il y a des loops, il y a des rectangles, etc. Tout se peut faire en direct et avec des gens de manière collaborative. Il y a également un message center évidemment et vous pouvez voir que l'offre tarifaire existe déjà avec, alors c'est classé en stockage comme vous pouvez voir et bon voilà, ça, il y en a même un d'ailleurs, il y en a un qui est totalement gratuit et très prochainement vous allez voir, on testera pour vous Cosimo, mais c'est vraiment assez impressionnant. Cosimo est vraiment le véritable futur outil de tous les gens qui font de la vidéo et qui ont besoin de collaborer autour de ce type de fichier là et ça c'est vraiment vraiment très sympa et vraiment assez incroyable. Donc je vous conseille de regarder cela de près. Évidemment, c'est pas parce qu'on peut travailler sur de la vidéo qu'on peut pas travailler sur le reste. On peut évidemment travailler sur des images fixes et sur des fichiers PDF. Note2BE, alors bon, comme vous pouvez voir, c'est un site qui a pas mal d'effrayé la chronique puisqu'il s'agit de noter ses professeurs. Eh bien, Note2BE a encore défrayé la chronique puisqu'on a trouvé une note dans un forum d'un élève qui ne poussait pas au meurtre, enfin, je dirais pas pousser au meurtre. Il avait juste écrit quelque chose comme il faut tous les tuer ou quelque chose comme ça et c'est vrai que certains professeurs vont porter plainte contre ce jeune garçon qui s'est un petit peu trop lâché sur les forums de Note2BE. Ce qui reste à se poser la question, est-ce que finalement il n'y a pas des sujets tabous? Est-ce qu'on peut parler de tout avec de tout le monde? Et est-ce qu'on peut noter ses professeurs avec tout le monde sans justement tomber dans des travers qui sont totalement incontrôlables et qui n'ont absolument pas de jurisprudence? J'ai bien peur que ce jeune garçon fasse office d'exemple pour tous les autres. Intéressant de voir aussi si ce site internet va rester ouvert longtemps, puisque Note2BE vous permet de noter vos profs. Un site plutôt intéressant, je dois dire qu'à mon époque ça m'aurait plutôt bien fait marrer, pas sûr de sa fonctionnalité et encore moins de son modèle, business model, si ce n'est qu'on peut voir de la publicité, c'est plutôt intéressant de voir ici voilà, les différents professeurs avec des notes, etc. Ça fait un petit peu peur, on peut rechercher ici ces noms de professeurs, pourquoi pas, et on peut avoir des commentaires. Et bon, c'est un site internet qui est plus ou moins intéressant. Bon, il faut être honnête, bon, c'est un site pas si intéressant que ça, puisque ce sont surtout des commentaires d'élèves parfois jeunes, donc autant dire pas forcément pertinent, mais et le site est très lent parce qu'il y a énormément de gens qui accèdent dessus, donc intéressant de savoir que ça existe, mais pas forcément de l'utiliser. On continue avec My Major Company qui nous annonce que Grégoire est le premier artiste à atteindre les 70 000 € de mise atteinte. Alors souvenez-vous, il y avait une grande bataille entre tous ces nouveaux sites musicaux que sont My Major Company,
Spilart et d'autres, qui ont pour but donc en fait de permettre à tout le monde, à vous, à moi, de devenir producteur d'un artiste et de permettre, une fois que cet artiste aurait atteint un certain seuil critique, de pouvoir débuter sa carrière avec CD, clip, la totale. My Major Company semble être la plus intéressante puisqu'elle est, on va dire, chapeautée par des grands professionnels du secteur du disque. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les montants ont explosé jusqu'à atteindre les fameux 70 000 € qui vont permettre à Grégoire de pouvoir lancer sa carrière, ce qui est plutôt super. On peut voir en dessous aussi le nom de tous les gens. Mais alors, j'ai une question néanmoins que je me pose, et peut-être si Simon, cofondateur de My Major Company, passe dans le coin, va pouvoir y répondre. Comment est-ce que, il y a encore 1 ou 2 semaines, il me semble qu'il était loin de cette mise quand même, comment est-ce qu'il a fait pour arriver à 70 000 €? Il y a un type qui a mis plusieurs dizaines de milliers d'euros sur Grégoire par exemple. Ce serait intéressant de savoir quelle est la part de mise qui a été mise dessus. Comme vous pouvez voir, il y a d'autres artistes comme Thierry de Cara qui a 43 000, Joyce qui a pas de bol et qui fait 9 000 €, et Hijack qui en a que 6 300. Donc assez étonnant de voir, boum, 70 000 € sur le compte de Grégoire. On lui souhaite une grande et longue carrière, il pourrait devenir un exemple incroyable si ça fonctionnait et si les gens étaient attachés, que comme quoi le public est peut-être plus avisé qu'un simple producteur, et ça ce serait vraiment top moumoute. Bonne chance à Grégoire, il faudra observer ce cas de très près, qui pourrait pourquoi pas changer la donne dans notre bon vieux pays. Allez, on va parler d'un autre truc encore, c'est sur le site, le blog de Simon Daoulat. Oui, souvent on dit que les entrepreneurs ont des blogs, et bien en voilà un qui est plutôt intéressant sur un business bien particulier qui sont les objets virtuels, un business aussi qui m'intéresse beaucoup. Et pour une fois on parle pas d'objets virtuels chez Simon, mais on parle du cas de Dating Watch. Et Dating Watch, souvenez-vous, c'est un blog qui faisait de la veille sur les sites de rencontres. Alors je dois dire qu'avant l'affaire unerencontre.com, je dois dire que c'était un site qui était très intéressant parce que c'était un blog de niche sur une industrie de niche très particulière et dont on sait très peu de choses, et Dating Watch faisait un très bon boulot. Malheureusement, souvenez-vous, après un reportage sur M6 de Capital nous parlant des sites de rencontres, Dating Watch aurait donc dénoncé des soi-disant pratiques d'une certaine société de rencontres sur internet. Vous voyez que je prends des pinces, vous allez comprendre pourquoi. Et bien donc Dating Watch s'est fait, on lui a demandé de retirer les articles et ses propos. Dating Watch a persisté et vient de perdre au tribunal. Dating Watch, donc je vous lis le petit truc. Voilà, alors ils ont perdu, voilà. Il y a une décision de justice toute récente et le procès qui les oppose à une rencontre. Diffamation, condamné à verser 8 000 € pour les frais d'avocat, puisqu'ils ont été condamnés par contre à ne payer que 1 euro symbolique de dommages et intérêts. Et donc voilà, Dating Watch, un simple blog d'observation sur le business de rencontre qui s'engage dans une espèce de croisade. Et aujourd'hui, comme le précise Simon, on devrait donner de l'argent à Dating Watch pour le soutenir, sous le fait que la liberté d'expression sur la blogosphère est chaque jour de plus en plus menacée. À vrai dire, la liberté d'expression sur la blogosphère, on s'en tape. Quand il s'agit de diffamation, il s'agit de diffamation. Ça c'est important, c'est très compliqué de dire des choses sur des sociétés. Et quand on reçoit des avertissements pour enlever des articles, eh bien il ne faut pas jouer le pot de terre contre le pot de fer. C'est une erreur, ce serait idiot de jouer à David et Goliath, parce qu'il n'y a que dans la Bible que David gagne. Donc il faut faire vraiment très gaffe. Et là il se retrouve à payer 8 000 € et on est censé les aider à payer ces 8 000 €. Eh bien c'en est absolument hors de question. Dating Watch, vous aviez la possibilité de vous arrêter avant, c'est dommage. Maintenant reste à savoir comment ça peut se passer. Puis autre chose aussi, il faut quand même se rappeler que si Dating Watch a précisé le nom de la société qui était derrière ces pratiques qu'on dénonçait sur M6, M6 a eu l'intelligence de ne pas le faire, et il est dommage que Dating Watch ne se soit pas posé la question de pourquoi est-ce que M6 ne l'a pas fait. Eh bien ils l'ont pas fait pour ne pas se prendre un procès dans la gueule. Donc Dating Watch, eux, ont délibérément pris le parti de le faire, de mener leur propre enquête, de ne pas forcément recouper leurs infos, et c'est très compliqué de faire ça. On n'a pas le droit d'accuser les gens tout court, surtout quand ils ont plus d'argent et plus d'avocats que soi. C'est vraiment très compliqué. Oui, c'est moche, mais c'est pas toujours beau. Un article très intéressant à lire chez Simon.
Autre truc intéressant de la semaine, vous avez pu le voir sur la télévision ou même sur le blog d'Access Web, c'est Modu. Vous savez, c'est ce tout petit téléphone que vous allez pouvoir greffer dans ce qu'ils appellent des coques de différentes choses. Une coque de GPS, une coque d'autoradio, une coque de ce qui pourrait ressembler à un BlackBerry, une coque de blog machine, comme dirait notre ami Philippe. Il y a même une petite vidéo. Alors, j'ai bien regardé, c'est vrai que c'est un petit téléphone qu'on peut brancher dans des tas de périphériques qui peut vous permettre d'avoir plus un appareil qui fasse qu'une certaine chose qui coûte cher, mais de l'avoir dans plusieurs choses. Alors c'est pas mal, mais finalement c'est quoi Modu? C'est vrai que la fonction téléphonique d'un iPhone ou d'un autre PDA communicant est vraiment minuscule et elle loge dans la paume de la main. Mais à part ça, Modu c'est quoi? C'est juste un écran, une carte mémoire et un module téléphone qu'on peut placer dans des objets. Je suis pas sûr que ce soit si rentable que ça, même si ça peut être un usage pour le futur. Autre chose, je me pose la question sur la qualité, entre guillemets, de ces coques. Est-ce que vraiment, si je mets un Modu dans un BlackBerry-like, je vais vraiment avoir la même qualité d'email, la même qualité d'écriture, les correcteurs d'autographe, les fonctions vocales, etc. Est-ce que j'aurai vraiment toutes ces bonnes fonctions? Si je le mets dans un autoradio, est-ce que j'aurai toutes les super fonctions qu'un autoradio pourrait m'apporter? Ou dans un GPS, est-ce que j'aurai autant de fonctions que celles que j'ai sur mon Jean-Jean ou sur mon Garmin? Ça, c'est la véritable question. Pas convaincu, mais certainement le début d'une révolution. Enfin, une dernière information qui peut-être vous rien vous dire, mais qui est très excitante. Il s'agit sur le blog de Suzanne Mehernitz qu'on peut lire. Le ex-vice-président à la recherche sociale de chez Yahoo vient de quitter Yahoo et vient de se retrouver CEO de la startup Xobni. Xobni, souvenez-vous, nous l'avions testé sur Intruders TV. C'est cette fameux plugin que vous pouvez mettre sur Outlook qui rend votre Outlook totalement social et qui en fait un réseau social. D'ailleurs, j'ai 5 invitations supplémentaires à vous donner. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous ce commentaire justement et à me dire que vous souhaitez une invitation Xobni et je vous l'enverrai tout de suite. Donc juste pour vous dire qui est Jeff Bonfort. Jeff Bonforte, c'est pas n'importe qui. Il avait fait partie alors attendez que je dise pas de bêtises. Il a fait partie de vraiment l'équipe pionnière qui a construit l'instant Messenger de Yahoo. Il fait également partie et il est certainement la personne la plus indiquée pour devenir le CEO de Xobni. Autant dire qu'il faudra regarder de près cette startup. Rappelez-vous, Yahoo avait promis de licencier les 1000 employés cette année et évidemment il devait partir avec l'eau du bain puisqu'il faisait partie des dernières acquisitions de Yahoo. Mais on peut être sûr et certain qu'avec Xobni, une belle aventure l'attend. Xobni a levé auprès d'Atomico, qui est les mêmes VC qui ont levé Sismic, pour information. Ils ont levé 4 millions de dollars, si je dis pas de bêtises. Donc autant dire qu'il faudra observer cette startup de très près. Voilà, c'est tout pour ce commentaire. Je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine prochaine. Il y aura de belles interviews, ça je peux vous le dire. A très bientôt.